Réaction? Oui. Oui, Daniela Tchak, oui. Oui, encore une fois, l'intelligence artificielle nous inquiète quand on en perd le contrôle. De nouveau, il y a les mauvais usages qui arrivent, alors on s'inquiète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, mais cette intelligence artificielle qui va bien, qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous comme humains? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le type de société dans laquelle on veut vivre? Au fond, moi, ce qui me frappe, c'est que qu'on la critique ou qu'on dise, bah voilà, elle est bien, qu'on dise qu'elle est bonne ou mauvaise finalement, pour rester dans le manichéisme, on ne sort pas du schéma qui laisse entendre que l'humain et la machine sont sur un pied d'égalité, qu'il y a une interchangeabilité entre le vivant et le non-vivant, et que la vie et l'intelligence pourraient apparaître dans une machine au même titre que dans l'humain. Et je pense que c'est ça qu'il faut questionner, cette mise à plat du mécanique et du biologique. Dominique Cardon, c'est la conclusion. Oui, moi je voulais juste être rabat-joie parce que je pense que du côté de ceux qui les promeuvent comme du côté de ceux qui les critiquent, cette science-fiction, cette mythologie sur l'intelligence artificielle forte crée des craintes qui sont... Alors moi je suis sociologue, j'enquête dans les laboratoires, je regarde ce qui se passe. Bon, là on est à des kilomètres de ça. Ce que font les fameux algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de la statistique assez improbable, c'est qu'ils arrivent à recommander à quelqu'un qui aime Bob Dylan, qui doit aimer Nick Drake. La personnalisation publicitaire réussit une fois sur 100 à trouver sa cible. Google prétend prédire la grippe, et puis on a montré que sa prédiction de la grippe à partir des mots-clés des utilisateurs est tellement fausse qu'ils ont retiré le service. Vous savez pourquoi? C'est parce que la plupart du temps, les gens parlent de grippe alors qu'ils ont juste un rhume. Mais ça a foutu en l'air l'algorithme. Moi j'ai un mantra personnel, c'est que dès qu'on parle d'intelligence... Dès qu'on parle d'intelligence artificielle, je vais sur Google Translate, puis j'essaie de faire une traduction. Puis je vois que ça a fait un peu de progrès, mais que c'est tellement mauvais qu'on sait qu'aucun éditeur n'accepterait des traductions aussi mauvaises. Si on n'arrive pas encore à faire de la traduction statistique correctement, et on est très loin d'y arriver avec ces outils, la fameuse intelligence forte, le fameux palier vers l'autonomie de la machine, il est encore assez distant. Et peut-être qu'il ne faut pas non plus... parce qu'on a le cerveau du coup empli de ces fictions et de ces mythologies qui nous amènent toujours à ces sortes de réflexions ontologiques sur l'humain et la machine, au lieu de nous occuper des questions politiques que Laurent Chemla soulignait, de la possession des données, de la manière dont on peut auditer les algorithmes, de la manière dont on peut proposer d'autres manières de calculer, qui sont des questions là très contemporaines et très présentes. Vous êtes effectivement très rabat-joie. Laurent Chemla, vous avez votre minute. Ça va durer moins d'une minute, juste pour rebondir sur l'intelligence artificielle et ce qu'elle pourrait devenir dans le futur. Je me rappelais d'une très courte histoire qu'on racontait quand j'étais petit, quand je lisais la science-fiction. C'était, des scientifiques inventent le premier ordinateur intelligent, la première intelligence artificielle, et la première question qu'on lui pose, c'est « Dieu existe-t-il » Et l'ordinateur répond « Maintenant, oui ». Gilles Babinet. Elle est très bonne. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est cet enjeu, je crois, avant tout de nature politique à l'égard de ces sujets. Je pense que le réel peut être influencé. Et ce que je vous dirais, c'est que lorsqu'on observe la façon dont fonctionne le cerveau de jeunes enfants aujourd'hui, on voit très bien l'efficacité des machines, l'interaction quotidienne avec les ordinateurs, qui a changé la structure dont on pense, dont on vit, dont on existe. Donc cet impact, il est extrêmement concret. Je crois que ce que cherchent beaucoup les machines, c'est à faire des boucles de rétroaction courtes, c'est-à-dire un peu comme le glucose, de nous faire agir extrêmement rapidement. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne s'interpelle pas du tout. Je vois un peu ce que vous dites. Cette interaction avec la machine, elle produit un changement profond dans la nature même de notre humanité. Je crois que ça n'est pas débattu, ou en tout cas extrêmement peu. Ça l'a été ce soir. Éric Sadin. Moi, je suis très troublé par la puissance aujourd'hui détenue par le monde numérico-industriel, ce que je nomme le technopouvoir, qui s'est arrogé, on ne l'a pas vu venir, mais c'est le cas actuellement, qui s'est arrogé un pouvoir de vouloir écrire le cours de nos existences individuelles et collectives à notre place. Et il ne faut pas négliger, c'est très important à mon sens, le lobbying aujourd'hui. Je pense que le lobbying n'a jamais été aussi important dans nos sociétés. Je pense par exemple à ce qu'avait annoncé François Hollande en novembre 2014, sans qu'il n'y ait ni de concertation, ni étude d'impact. Je veux parler de l'introduction massive des tablettes numériques dans le collège, supposée être généralisée à partir de la rentrée 2016 pour tous les collégiens à partir de la classe de 5e. Il y a du lobbying.
Il y a l'idée... Le problème étant qu'ils vont laisser des traces, des données partout, c'est ça qui vous inquiète ? Le problème étant, par exemple, qu'il y ait une class action, une action de groupe. Il devrait y avoir plus d'actions de groupe de la part des citoyens, notamment aux États-Unis par rapport à une application Google, une application éducative dont il a été avéré qu'elle autorisait la quantification des pratiques des étudiants, mais aussi des enseignants, et que ces données ont été revendues à des compagnies de fourniture scolaire, mais aussi à des recruteurs. Donc on voit ce que c'est, ce que supposent les tablettes numériques, mais c'est aussi ce qu'avait dit Steve Jobs, c'est une information qui a fuité à ses équipes marketing, d'infiltrer les écoles et de marginaliser définitivement l'objet libre. L'objet libre dans notre culture, il est fondateur. Ce n'est pas au monde techno-industriel de décider du cadre de l'action et de la cognition humaine, c'est aux citoyens librement, par la délibération et par la contradiction, de décider du cours de nos destinées. Laurent Alexandre. Si on veut faire dans la science-fiction, en conclusion, on peut prendre les déclarations la semaine dernière de Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef, qui a dit que dès les années 2030, nous aurons dans notre cerveau des implants, des nano-implants intracérébraux qui vont nous permettre de fusionner directement notre cerveau avec l'ordinateur, qui vont nous rendre plus intelligents, qui vont nous permettre d'accéder plus rapidement à la connaissance. On voit que le problème des algorithmes, il va se déplacer de notre poche, notre téléphone portable, à notre cerveau, parce que demain, les algorithmes seront directement branchés sur notre cerveau, si l'on en croit les dirigeants de Google. Anne-Marie Karmarek. Donc moi, je voudrais dire que, évidemment, je crois beaucoup en la technique, parce que je suis informaticienne, je ne suis pas sociologue, mais je crois aussi beaucoup en l'humain et je crois beaucoup en la complémentarité, si elle est réfléchie auparavant. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que Alan Turing, donc le père de l'informatique et aussi le père de l'intelligence artificielle, en quelque sorte. Et des algorithmes aussi. Et des algorithmes. La première chose qu'il a fait, c'est de démontrer qu'il y avait une infinité de problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre par des algorithmes. Donc je pense qu'on est encore un petit peu tranquille pendant un petit peu de temps. Et qu'il faut un petit peu démystifier tout ça. Isabelle Sorand. Oui, moi je crois qu'il y a effectivement derrière le problème de l'accélération du changement social, des technologies et effectivement une difficulté de transmission puisqu'on ne transmet plus d'une génération à la suivante, mais c'est les plus jeunes qui nous apprennent à se servir des outils. Et l'autre chose que je voudrais dire pour terminer sur un petit côté quand même science-fiction qui a cessé de l'être, c'est qu'aujourd'hui on n'en est plus aux drones, on en est quand même aux robots tueurs qui prennent les décisions eux-mêmes. Donc ça c'est une réalité et il faut penser que c'est notre monde et qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ça quand même. Daniela Tcherkouine, dernier mot? Non, vous l'avez dit. Je crois que j'avais déjà eu mon dernier mot. Alors, il n'y a pas de problème. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait ce débat sur les machines et les algorithmes.